bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Anne-Françoise Ravalet. Je travaille pour Damon International. Je ne sais pas si tout le monde est très familier avec Damon. Si vous avez des questions, venez me voir. L'objectif pour aujourd'hui, c'est de vous parler d'un challenge qu'on rencontre au quotidien avec nos différents partenaires, tant industriels que distributeurs, sur la durabilité en magasin. Mon domaine d'expertise est plutôt sur tout ce qui est innovation et tendance, donc je ne suis pas du tout une experte produit, loin de là, plutôt une experte sur les drivers qui mènent le client à acheter un produit. Oui, encore plus? D'accord. Et voilà, donc je travaille plutôt sur tout ce qui est innovation et tendance en complément de toutes nos activités sourcing, design, supply, démo et merch entre autres. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler en fait d'un problème qu'on rencontre au quotidien à travers tous nos partenaires dans le monde, qui est la durabilité et comment est-ce qu'on réussit à répondre à ces questions avec eux. La durabilité, c'est un vrai défi aujourd'hui, tout le monde en parle. On relie beaucoup ça à la notion de clean label qui est quelque chose de très vague. Je vais essayer de vous donner un petit peu notre perspective sur le clean label un peu plus tard. Voilà. Donc la présentation va s'articuler autour de trois grandes composantes. La première, ça va être de définir la vision qu'on a aujourd'hui sur Clean Label et ensuite de rentrer plus en détail sur deux problématiques, ce qu'on appelle les specific claims. Je vais avoir beaucoup de terminologie anglaise, je suis désolée, je vis à l'étranger, je ne travaille qu'en anglais, donc j'ai mon petit texte en français pour pouvoir être compréhensible de tous. Donc vraiment ce qu'est la problématique de Clean Label, ensuite un focus sur les specific claims qui répondent à un besoin client qu'on appelle Be Well, et ensuite les différents niveaux de durabilité au niveau du produit pour le consommateur et de fait pour le distributeur. Donc Clean Label, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du Clean Label? Tout simplement parce que le consommateur est passé par tellement de phases comment est-ce qu'on dit ça, de scandales alimentaires sur les dernières années qu'il a de moins en moins confiance dans l'industrie. Alors quand on parle des scandales alimentaires, pour en nommer quelques-uns, on va avoir la vache folle, le benzène chez Perrier, la grippe aviaire, la viande de cheval, les œufs au fipronil et puis plus récemment le lait infantile. Et en fait, ça combiné au fait que le consommateur a accès à une masse d'informations, il est envahi par une masse d'informations qu'il ne sait pas interpréter, il fait confiance à des personnes pour l'interpréter pour lui, et donc de moins en moins confiance dans tout ce qui se retrouve en magasin. On peut faire tous les efforts qu'on veut, il y aura toujours ce manque de confiance. On peut aussi parler dans un autre domaine de ce qui s'est passé pour Ben & Jerry's, où on a retrouvé du glyphosate dans les glaces Ben & Jerry's, un vrai scandale pour le consommateur face auquel l'industriel est un petit peu perdu. Donc en fait, en tant que consommateur, ce qui est très difficile pour nous, c'est que nous sommes tant industriels que consommateurs, nous faisons face à toutes ces masses d'informations et on se rend compte aujourd'hui que le client lit de plus en plus l'étiquette. Et une étiquette qu'il n'est pas forcément capable de comprendre. Donc notre défi, enfin à tous, c'est de lui permettre de regagner confiance en ce qu'on met en rayon. Et regagner confiance parce que finalement, même sur des choses qui sembleraient naturelles, de type le claim naturel, il n'a pas forcément confiance. J'entends beaucoup parler c'est un terme marketing, le naturel. Ça ne veut rien dire. Et sans doute parce qu'il n'y a pas forcément de législation autour, qu'il n'y a pas de cadre qui donne sens au mot naturel. Mais du coup, le consommateur ne fait pas confiance à des terminologies type naturel, bénéfique pour vous, healthy. Tout ça sont des choses qui laissent le consommateur un petit peu confus et sceptique. Vous avez là des chiffres qui viennent de Nielsen US, il me semble, et de Mintel. C'est des données mondiales, mais qui font sens en fait dans tous les pays sur lesquels on opère. C'est-à-dire qu'on parle que
parle avec un client en Afrique du Sud, un client au Portugal ou un client en Pologne, à des degrés différents et avec des niveaux de finesse un petit peu différents, ces problématiques sont transverses. Une chose importante aussi, en fait, on a eu un grand shift dans tout ce qui est LC ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on avait du LC Food, on parlait essentiellement à un consommateur expert dans son domaine qui savait ce qu'il cherchait, qui regardait le packaging et qui cherchait des éléments très clairs au niveau du produit. Aujourd'hui, en fait, comme on a une massification de tout ce qui est LC, le consommateur veut comprendre ce qu'il achète, mais il n'a pas toutes les grilles de lecture pour le faire. Donc, on passe plutôt sur des claims qui sont positives, où on met en avant la fonctionnalité du produit, plus que des termes très techniques, ne contient pas ceci ou cela, qui peut faire peur à quelqu'un qui n'est pas expert. Parce que le négatif est toujours quelque chose qui, quand on n'est pas expert, nous alerte. Donc, on essaie de passer plutôt sur des claims positifs, type protéines. Alors, je pense que protéines aujourd'hui est sans doute une des choses qu'on voit le plus émerger, ou cage-free pour les œufs, les prébiotiques, les probiotiques et autres. Je vous ai mis là 2 exemples que je trouve très intéressants. Un vient d'Australie, où en fait la marque Supernatural, Superfood, au-delà de communiquer sur le fait que c'est des superfoods, sur l'arrière du packaging explique quels sont les bénéfices de chacun des ingrédients pour éduquer un consommateur qui doit devenir de plus en plus alerte et averti. Également Pass of Life, qui sont des repas surgelés de quinoa. Et la quinoa, si tout le monde connaît ce nom, les bénéfices de la quinoa ne sont pas forcément connus. Donc, on passe sur des claims très positifs de pourquoi la quinoa, c'est une protéine, c'est organique, et donc vraiment de plus mettre en avant les bénéfices produits auprès du consommateur. Et en fait, tout ça nous amène à le clean label. Alors, le clean label, c'est quelque chose de très complexe. C'est un terme de l'industrie, pas forcément un terme du consommateur. Je pense que si vous demandez à un consommateur ce qu'il entend par clean label, il va être assez confus. C'est vraiment quelque chose qui nous parle plus à nous. Et on a tous une définition différente de ce que c'est, parce qu'on interagit tous sur un secteur différent. Étant donné que chez Daymond, on travaille sur toute la chaîne de valeur, on a essayé d'avoir une définition qui soit commune à tous les acteurs. Donc, on a identifié 5 grandes composantes du Clean Label. Je vais vous les décrire très rapidement et puis je rentrerai plus en détail dans 2. Le premier, c'est une supply chain transparente. Et ce qui prend tout son sens, et on a entendu dernièrement Walmart avoir une approche de blockchain. Carrefour aussi, il me semble, en Europe, commence à avoir une approche de blockchain qui est complètement alignée avec cette supply chain transparente. C'est vraiment permettre aux consommateurs de voir et de faire confiance sur le produit, d'où il vient, par où il est passé, limite de voir la vache dans le pré, ce qu'on voit beaucoup au UK. Mais voilà, c'est vraiment de reconstruire un petit peu cette confiance en étant complètement transparent sur toute la chaîne logistique du produit jusqu'à l'étagère. Ensuite, la notion de durabilité, dont je vais vous parler un petit peu plus en profondeur, où là, on est vraiment sur l'organique, le fair trade, des ingrédients qui sont safe pour le consommateur. Les specific claims, donc là, on va parler de produits qui vont avoir un bénéfice pour le consommateur. Le free from, qui a une définition un petit peu plus large que ce qu'on connaît en Europe. En Europe, quand on parle de free from, on a une notion très orientée, très simpliste sur les allergènes. On parle beaucoup de free from lactose, de free from dairy. Le free from, surtout quand on va aux États-Unis, on peut être un petit peu submergé par la définition du free from, puisqu'on est aussi sur toute une liste d'ingrédients qui sont interdits. Donc c'est vraiment une vision un peu plus complète des ingrédients indésirables. Et puis enfin, des ingrédients qu'on puisse reconnaître, c'est avoir quelque chose qu'on voit beaucoup, des short ingredient list, des listes très très courtes d'ingrédients où on peut reconnaître l'ingrédient, où on sait de quoi il est question. Voilà, c'est vraiment, pour nous, quand on parle de clean label auprès de tous les industriels et de tous les distributeurs, on a cette définition. La force d'avoir ce type d'approche, en tous les cas au niveau de Daymond, c'est que
si je parle avec un de nos distributeurs de son besoin de développer une gamme qui soit high in protein parce qu'il y a un vrai besoin, derrière, nos équipes sourcing vont avoir exactement le même discours avec les industriels et donc on va avoir un chemin et une flexibilité, une fluidité du discours entre tous les acteurs puisqu'on a une définition commune et un langage commun à travers toute la chaîne. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Damon est présent. Voilà, je vais autant travailler avec le Japon qu'avec le Portugal, qu'avec la Pologne et autres, et donc il est essentiel, et nos suppliers aussi, de fait. Et donc il est important qu'on puisse avoir la même définition des éléments et que quand un supplier parle avec un de nos distributeurs, que le distributeur comprenne ce que le supplier lui dit. Je vais vous parler des specific claims et de la manière dont elles répondent à une trend qu'on appelle chez nous la Be Well. Excusez-moi. Specific claims, ce qui est important, c'est d'être clair avec le consommateur et de lui dire tangiblement de quoi il est question. Donc, il cherche de plus en plus à avoir des éléments nutritifs de manière claire et explicite sur le packaging. Alors, je crois que si je faisais venir nos équipes design sur le on stage, ils vous parleraient de la difficulté d'aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'informations sur un packaging qui doit être de plus en plus clair. C'est une vraie complexité. Ils sont très innovatifs. Quand on commence à parler sur des tendances, en fait, on n'a pas encore de cadre légal, donc on n'a pas de choses qui puissent nous permettre. Je ne sais pas, le gluten-free, il y a quelques années, on n'avait pas encore de logo défini pour le gluten-free et chaque retailer avait sa propre icône. Donc c'était très compliqué de pouvoir avoir un langage commun. Donc le specific claim, c'est de pouvoir parler des bénéfices nutritionnels et fonctionnels d'un produit sur un packaging qui doit être le plus clair possible puisque le client veut que l'on soit clair avec lui. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est passé d'un client qui était expert à un client qui est beaucoup plus mainstream. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les bénéfices et donc il faut pouvoir lui expliquer ce que sont les bénéfices. Et on parle aujourd'hui beaucoup de superfood. Et quand on commence à regarder la liste des superfoods, je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, quand on regarde la liste des superfoods, on peut avoir des moments où on se dit mais ce produit n'est absolument pas différent de ma diète quotidienne, de mon régime quotidien. Enfin, je viens de Bretagne, le sarrasin fait partie de mon régime de base. J'ai découvert très récemment que le sarrasin était gluten-free et avait des bénéfices au-delà d'être très bon avec des œufs et du jambon ou du fromage. Même chose au Portugal, un des produits les plus basiques qu'on ait au Portugal, ça s'appelle du lupin, qu'on boit avec la bière. C'est ce qui est le moins cher. Et pourtant, il est très difficile d'expliquer à un Portugais que le lupin est très riche en protéines et c'est sans doute un élément qui est très très sain et ils doivent changer la façon dont ils voient le produit. Donc tout ça, en fait, c'est les challenges auxquels l'industrie doit faire face dans cette tendance de vouloir manger mieux et manger plus sain, de pouvoir leur expliquer quels sont les bénéfices produits et qu'ils y croient, ce qui est très très important. Et tout ça s'inscrit en fait dans la tendance qu'on appelle Be Well. Donc au même titre qu'on a donné une définition au Clean Label, on a également travaillé sur des macro-trends qu'on retrouve à travers le monde. C'est la Trend Wheel qu'on revoit à peu près tous les 2 ans. On a identifié 7 grandes tendances et c'est de nouveau un moyen pour nous de pouvoir communiquer avec l'ensemble des acteurs de la distribution, du supplier jusqu'au distributeur. Donc qu'est-ce que Be Well? En fait, on se rend compte que le consommateur, et je pense que tout le monde ici le vit, donc je vais pas vous... En fait, on est passé d'une approche nutritive, enfin de s'alimenter, à l'aliment devient un élément de bien-être. Le consommateur ne veut pas juste manger pour sa santé. En fait, il veut avoir une vision beaucoup plus holistique de sa vie et il cherche à avoir un bien-être. C'est pour ça qu'on voit tous les devices de ce que vous mangez, combien de calories, quel est l'apport nutritionnel, tout est connecté, tout ça tout simplement parce qu'on veut être bien dans son ensemble et pas juste sur un élément très spécifique. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous la tendance Be Well. Rodale Institute et FMI ont fait une étude qui montre que 62% des consommateurs aujourd'hui voient la nourriture comme un médicament, pas juste
au niveau mondial, Rodale étant aux États-Unis. Mais la nourriture n'est plus juste devenue un besoin vital, mais ça a un rôle un petit peu au-delà. Et les clients cherchent de plus en plus à avoir des bénéfices santé sur leurs produits. Quand on parle de régime spécifique, Nielsen, dans son Global Health and Ingredient Sentiment Survey, montre que la majorité de la population, je crois que c'est aux alentours de 60% de la population mondiale, aujourd'hui, suit un régime alimentaire qui réduit, ou sur lequel il réduit ou annule une partie des ingrédients, qu'on soit sur le sel, sur le sucre, sur les féculents. Mais aujourd'hui, le consommateur cherche à réduire des aliments qu'il considère comme nocifs. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est aussi que finalement, le fait qu'on réduise des aliments pour des questions pures de santé, type gluten ou lactose, est minime, et on est plutôt sur des régimes ou des diètes proactives à date. C'est elles qui prennent le dessus. C'est ce qu'on voit aussi avec la diète végétarienne et végane, qui sont en pleine explosion et qui ne sont pas du tout des diètes de nécessité, mais plutôt de croyance. Donc on voit que le consommateur a de plus en plus en fait, une approche proactive sur sa santé et sur son alimentation, plus que réactive comme on pouvait l'avoir quelque temps, où on coupait le sel parce qu'on avait des problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'OMS a tout un discours qui explique que notre alimentation a un impact sur des maladies chroniques. Le consommateur est de plus en plus averti sur ce type de problématiques et donc essaye par anticipation de réduire, d'adapter son alimentation pour réduire toutes les problématiques de diabète, cholestérol et autres. Je pense à ces deux-là principalement, mais bien d'autres. Et là encore, je pense qu'on n'est pas sur quelque chose qui est focalisé sur les États-Unis, l'Amérique du Nord ou l'Europe, mais c'est bien quelque chose qu'on a au niveau mondial. Enfin, nos clients en Afrique du Sud nous font développer aujourd'hui des gammes qui sont réduites en sucre, réduites en sel. Les taxes sur le sucre sont aujourd'hui dans le monde. On n'est pas seulement sur des pays développés qui vont l'avoir, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors le Mexique n'est pas vraiment, c'était vraiment pour l'obésité, mais on a vraiment un éveil mondial, différents niveaux, différentes vitesses de la part du consommateur sur l'impact de la nourriture sur son bien-être et sur sa santé. Alors parlons un peu du vegan. Je ne sais pas si le vegan est très présent en France, un petit peu. Au Portugal, c'est un pays où le Portugais mange beaucoup de viande et de poisson, et même au Portugal, je crois que le nombre a augmenté en 10 ans de 3 à 400%. Alors pourquoi vegan ? C'est intéressant de se rendre compte que d'une, on a vraiment les influenceurs, on va avoir des personnalités qui influent sur les jeunes. Vegan est quelque chose qui est plus récupéré par les jeunes. Donc bien sûr, ils sont influencés par les jeunes, mais on a également des drivers type la santé, réduire sa consommation de viande. On sait aujourd'hui qu'on consomme beaucoup trop de viande par rapport à nos besoins. Bien sûr, des drivers type religieux et culturel, le bien-être animal. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que l'environnement, en fait, fait aussi partie des raisons pour lesquelles on peut être vegan. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de communication faite autour du fait que l'élevage produit du CO2. Donc, il y a de la déforestation du fait de l'élevage. Et tout ça fait qu'une partie des véganes deviennent aussi véganes, entre autres, pour avoir un comportement responsable envers l'environnement et pas juste, pas essentiellement pour eux, mais aussi pour les autres et pour la planète. Ce qui est quelque chose auquel, pour être honnête, je ne m'attendais pas forcément quand j'ai commencé à étudier la tendance du vegan. Mais voilà, on a un vrai besoin d'un certain nombre de nouveaux entrants véganes qui est au-delà du bien-être animal et qui est aussi du bien-être de la planète. Ces tendances de vegan et végétarien sont également poussées par les plant-based proteins qui sont en plein essor, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont aussi efficaces, voire plus efficaces de temps en temps, et dans la majorité des cas d'ailleurs, que les protéines animales.
ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que le goût reste essentiel. C'est-à-dire que vous voyez sur cette étude de Mintel que l'animal protection, sur la raison pour laquelle on va consommer des protéines à base de plantes, est mineur par rapport au goût suivi de la santé. Donc très intéressant de se rendre compte que d'une, l'alimentation santé est fortement liée au goût. Il faut arrêter de... Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un moment où un produit sain n'a pas de goût et un produit qui a du goût n'est pas sain. C'est fini. C'est un des grands défis que nous tous devons y faire face aujourd'hui. Et de voir que les protéines à base de plantes, en fait, sont reconnues pour leur goût. Pourquoi? Parce qu'on se permet peut-être un peu plus d'innover, un peu plus de tester, parce que c'est nouveau. Donc, ça nous ouvre plus de portes pour aller sur des choses différentes et perçues par le client comme plus saines. Tellement perçues par le client comme plus saines que c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui les distributeurs embrace, s'embarquent dans la démarche du vegan. Carrefour a sans doute été en fait un des précurseurs sur le domaine avec la gamme Veggie, je crois, qui a été lancée en 2005. Dernièrement, les UK sont vraiment, je pense que sur les 2-3 derniers mois, on a beaucoup entendu parler au niveau des UK de Tesco Wicked Kitchen, ou Tesco Wicked Kitchen en partenariat avec Tesco, Asda, Sainsbury's, mais aussi Lidl, qui a toute une gamme qui s'appelle My Best Veggie, je ne sais pas si elle est présente en France ou pas, qui est vegan. Aldi et puis McDo. Même McDo se met aux végétariens, donc je pense que à partir du moment où on commence à avoir le food service mainstream qui entre dans qui prend cette route, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Le vegan ou le végétarien a toujours été plus ou moins en rayon, mais sur des produits qu'on allait transformer. Le fait qu'aujourd'hui le végétarien et le vegan entrent comme des ready meals montre bien que on est à une nouvelle étape de l'alimentation saine et que beaucoup de gens d'ailleurs, selon des études, vont aller vers ce type de consommation et ce type de produits, même s'ils ne sont pas véganes, mais c'est juste qu'en fait c'est un moment plaisir qu'ils se font. Alors, toute la complexité de ces régimes alimentaires, c'est que c'est très compliqué de suivre le client. Vraiment très compliqué, ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on parle beaucoup de paleo diet. Alors, j'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps sur un trade show et la claim paléo était présente partout. J'ai découvert ce que voulait dire la claim paléo. On parle aussi beaucoup de raw food, de produits qui sont crus ou cuits à une certaine température, jusqu'à une certaine température. À l'extrême, on va avoir le biohacking ou l'alimentation en fonction de son profil ADN. Donc, impossible de suivre le client et je voulais vous montrer, j'ai beaucoup aimé cette publicité de Whole Foods, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, attendez. Hop. Mais je trouve qu'elle est très représentative de ce qu'on voit aujourd'hui et de à quel point il est compliqué pour le distributeur et pour l'industriel de savoir vers où il doit aller. Donc, je vous la montre. Hop. En espérant que ça fonctionne. Hey man, can I get a pound of the flank, a pound of the ground sirloin, and a ribeye? Hey, I thought you were vegan. Yeah, I'm paleo now. Oh. I'm flexible. And give me just some of that, surprise me. Je trouve que cette publicité est juste extraordinaire pour nous dire à quel point on est tous perdus quand même. Hein. Donc voilà. Et je le suis. J'ai toujours beaucoup de mal à suivre toutes les dernières tendances en termes de régime alimentaire. Voilà, dernièrement, j'ai découvert le biohacking. Je pense que si j'expliquais ça à mes parents, ils me regarderaient avec des grandes billes. Mais c'est des choses qui deviennent de plus en plus, qui prennent de plus en plus de place en rayon. Donc c'était une vision, voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu les challenges auxquels on fait face et comment on essaie d'y répondre avec nos distributeurs. Un autre challenge, c'est vraiment la durabilité. Ce que je trouve intéressant, c'est que même dans les specific claims, le fait que les gens deviennent vegan aussi pour l'environnement, ça montre que finalement les choses ne sont pas noires ou blanches, mais qu'on a beaucoup d'interconnexions entre les différentes tendances.
Rodale, un des pionniers du bio, a dit healthy soil equal healthy food equal healthy planet. Et je trouve très intéressant de voir que tout est lié et que finalement, l'agriculture durable, ça n'est pas que pour la planète, c'est aussi pour nous, parce que plus les sols vont être riches, plus l'alimentation va être saine, et donc plus logiquement ou de facto, on devrait avoir une alimentation saine. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de coopérer avec la nature plutôt que d'essayer de la dominer. Tout ça, c'est des concepts au niveau de l'agriculture. Je ne vais pas vous parler d'agriculture, mais c'est quand même les fondements aujourd'hui de tout ce qui est durable. Et pour avoir visité le Rodale Institute, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller vers ce type de démarche. Par contre, la grande question, c'est comment on va le faire, et il faut qu'on puisse tous essayer d'accompagner le consommateur en fait, vers ce type de produit et d'être prêt à aller vers ce type de produit et d'arrêter d'acheter des produits qui ne sont pas forcément bons pour lui ni bons pour nous. Donc la durabilité, je suis désolée, j'ai beaucoup de mots en anglais. La durabilité, la façon dont on la voit en fait, chez Diamond, c'est vraiment sur tout ce qui est des ingrédients qui sont sains pour nous, pour la société et pour l'environnement. Donc c'est vraiment une vision un peu holistique de la durabilité, tout comme en fait on se rend compte que le consommateur a une approche holistique de sa santé, il a aussi une vision holistique de son impact sur l'environnement. Et en fait ça se lie beaucoup avec une tendance qu'on a identifiée qui s'appelle One World, qui est aujourd'hui en fait nous sommes dans un monde où on se rend beaucoup plus compte de l'impact qu'on a sur l'ensemble de l'écosystème et de la planète. Tout est lié, on s'en rend compte, et du coup, on va essayer, ou non, certains non, mais la majorité des gens vont essayer de réduire leur impact ou d'avoir un impact de plus en plus positif. Alors dans One World, on va aussi parler beaucoup de World Food, puisqu'une des conséquences aussi d'être ouvert sur le monde, c'est de pouvoir découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Et donc, la tendance One World est vraiment une très très grosse tendance chez nous, puisqu'on parle et de durabilité et de World Food. Je vais vous parler de la durabilité, mais plus d'un point de vue consommateur. Hartmann Group a une approche un petit peu différente de la plupart des approches qu'on a aujourd'hui quand on parle de durabilité. C'est-à-dire que quand on parle de durabilité, on pense principalement à un impact sur l'environnement, sur l'économie et sur la société. Ce sont vraiment les trois piliers majeurs de l'économie durable. Et quand on commence à parler d'un consommateur qui veut acheter des produits durables, on est obligé d'intégrer en fait la notion du personnel et de l'impact que le produit va avoir sur moi ou sur ma famille. Donc cette approche d'Hartmann est vraiment très relevant au niveau du produit durable et pas simplement ou pas uniquement d'une approche durable des sociétés. On parle beaucoup des générations Y. Je ne sais pas si on dit les millennials en France. Ouais. Donc on parle beaucoup des millennials, on essaye de les comprendre. En 2016, pour le Consumer Goods Forum, nous avons conduit une étude dans 14 pays, je crois, pour essayer de comprendre un petit peu quel serait l'impact de la génération Y sur le retail. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, c'est une génération qui est assez similaire en certains points et puis très différente en d'autres. Le prix est un élément clé, mais ce dont on se rend compte également, c'est que c'est une génération qui, dans son acte d'achat, intègre ses causes personnelles. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui commencent à être liées et qui recherchent, et dans le produit ou dans l'entreprise, des liens avec ses valeurs personnelles, ce qu'on n'avait pas forcément dans le passé. On l'avait un petit peu, mais sans doute dans une moindre mesure. Et donc c'est un consommateur qui est beaucoup plus volatile, on parle beaucoup de clients qui est non fidèle, qui est volatile, mais c'est un client qui va faire très attention aux valeurs de l'entreprise et à ses actions. Ce qui est en totale adéquation avec l'étude de Fleischmann-Hillard, qui nous montre qu'en fait, il y a une réelle corrélation entre ce que l'entreprise fait et ce que l'entreprise comprend, et ce que le consommateur comprend. Et donc, en fait, le plus
les actions seront proches de ce qui est communiqué, le meilleur l'entreprise sera perçue par les consommateurs et donc le meilleur l'impact sera auprès des clients. Donc c'est aujourd'hui quelque chose auquel on ne peut pas être aveugle, on ne peut pas se dire ça va passer, je verrai ça plus tard. C'est vraiment quelque chose que l'ensemble des acteurs doivent considérer aujourd'hui. 69%, alors voilà, 69% des clients aujourd'hui veulent avoir plus de visibilité sur les mesures prises par les industriels au niveau de la durabilité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que c'est des choses que les industriels font déjà. Alors on a énormément de chemin, mais on a aujourd'hui des entreprises qui ont adapté leurs produits ou leurs communications ou leurs actions pour prendre en compte ce besoin du consommateur d'avoir plus de visibilité sur les actions durables. Intéressant de voir pendant les entretiens menés quelles sont les entreprises qui sont considérées comme transparentes. Alors Costco, Whole Foods, Patagonia, Ben & Jerry's, c'est des entreprises qui sont très bien perçues aujourd'hui et qui ont en fait un gap réduit entre leur image et leur réputation. Toute la complexité de la durabilité, c'est en fait, pour les distributeurs, c'est quelque chose qui doit se faire et au niveau corporate, ce que le consommateur va beaucoup voir en fait. Ce qu'il va beaucoup rechercher, c'est nous sommes passés sur un éclairage LED pour réduire notre consommation d'énergie. C'est quelque chose qu'il va voir. Quand on parle du produit, on est sur des actions qui sont différentes. Et donc en fait, quand on repense aux 4 zones de responsabilité d'Hartmann, l'économie, le social et l'environnement, quand même, sont beaucoup au niveau corporate. Et quand on passe en fait sur le produit, le personnel prend le dessus. Ce qui compte beaucoup quand on veut acheter un produit durable, quand le consommateur cherche un produit durable, c'est plus le personnel aujourd'hui que les autres dominantes. Alors, qu'est-ce qu'un produit durable? Pour le consommateur, c'est quelque chose de très compliqué à définir. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le bio est sans doute la forme la plus développée à date du durable. Alors, on va avoir beaucoup d'autres choses. On va avoir tout ce qui est local, on va avoir la transparence au niveau du sourcing, mais cette étude de Global Data qui porte sur l'organique, sur le bio, que signifie bio pour vous? Il est intéressant de voir que les problématiques environnementales sont clés pour le client. Donc ça veut dire que finalement, le bio fait vraiment partie intégrante de la durabilité. C'est la chose la plus mature. Il faut se préparer à ce qui va suivre, mais il faut aussi capitaliser sur le bio. Et puis, tous les marchés ne sont pas développés sur le bio à date, loin de là. On a encore des distributeurs qui n'ont pas d'offre bio. Je crois que c'était il y a 2 semaines où un de mes collègues est parti en Espagne visiter Mercadona, aucune offre bio en rayon. C'est quand même impressionnant quand on se dit que Mercadona est le leader du marché espagnol. À l'inverse, d'autres distributeurs ont une offre bio assez impressionnante, type Aldi ou Lidl. Donc le bio est vraiment le moyen le plus mainstream aujourd'hui pour encourager les consommateurs à acheter bio. Et ça se ressent au niveau des chiffres, puisque le bio est en pleine explosion. Vous avez ici des chiffres Euromonitor où on se rend compte que le bio ne cesse de croître en vente, principalement dominé par l'Amérique du Nord et l'Europe, mais les autres pays sont également en pleine croissance. Alors, il y a une question qui se pose en fait quand on commence à parler du bio, c'est oui, ça explose, mais en termes de production, comment on va faire? Parce que si on a de plus en plus de besoins en bio, finalement, le consommateur se dit il y a de plus en plus de besoins en bio, donc finalement, on va appauvrir l'offre pour pouvoir répondre à tout le monde. Et aujourd'hui, on fait effectivement face, surtout dans les marchés dominants, à un gap entre la production et la consommation. Ce qui est très complexe quand on essaye de mettre au-delà du bio une notion de local sur le produit. Donc ça, ce sont tous les challenges auxquels on doit faire face aujourd'hui. Et on voit aussi beaucoup d'entreprises ou de gouvernements qui prennent des mesures pour encourager une transition vers le bio un peu plus simple. Aujourd'hui, la transition vers le bio peut être assez compliquée. Il est difficile pour un agriculteur de passer sur du bio parce que l'impact financier de départ est énorme. Donc, on voit de plus en plus une plus grande flexibilité sur la transition vers le bio.
Je crois qu'en Europe, c'est passé à 6 mois. Aux États-Unis, c'est toujours 1 an. Ça reste quand même un très lourd engagement pour un agriculteur de passer sur le bio. Mais si on veut pouvoir répondre à un besoin croissant du consommateur d'avoir des produits bio et idéalement locaux, c'est quelque chose qui va arriver. On va arriver à des hérésies où on va avoir des produits bio qui viennent de l'autre bout du monde. Du coup, l'empreinte carbone va être négative. Et voilà, on est au début de l'ouragan. J'aime beaucoup cette slide, ça vient du Soil Association et ça montre un petit peu les différents degrés de maturité qu'on a au niveau du bio. Aux US, 5% des ventes sont faites en bio et la croissance est de 8%. Les UK, qui sont toujours un marché dont personnellement la plupart de nos clients me parlent comme marché référent, sur le bio, je me suis toujours battue en leur disant que ça n'était pas un marché référent et j'aime ce chiffre qui montre que seulement 1% des ventes aux UK sont faites via le bio. C'est un marché très développé sur tout ce qui est free from, healthy food, mais sur le bio, il commence à développer l'offre. Et puis les pays du Nord, type Suède, Danemark, qui eux sont vraiment précurseurs sur tout ce qui est bio. La bonne nouvelle, c'est que même si on est un pays très, très développé, le bio est en pleine explosion. Vous connaissez Simple Truth? Oui, non. Simple Truth, c'est la marque bio du groupe Kroger. Kroger en 2012 en fait, a repensé son offre. Ils avaient 2 marques, une pour le bio qui s'appelait Private Selection et une marque naturelle qui s'appelait Naturally Preferred. En 2012, en fait, ils ont décidé de repenser avec Damon leur offre bio et ont créé la gamme Simple Truth. Aujourd'hui, Simple Truth aux US représente 2 milliards de dollars de vente en 2017. Autant vous dire qu'on est tous très fiers d'avoir pu contribuer et de continuer à contribuer au développement de cette marque. Alors c'est intéressant en fait de comprendre un petit peu, j'ai parlé un petit peu avec mes collègues qui travaillent sur cette marque pour comprendre un petit peu quelles sont les mécaniques de Simple Truth, qui est un vrai référent aujourd'hui sur la marque bio. 1400 produits. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, quand on va dans un magasin, un généraliste, on a peut-être 400, 500 produits bio maximum. Donc Simple Truth a 1500 produits et en fait a 3 piliers. Le bio qui représente à peu près 50% de la vente de Simple Truth, c'est-à-dire quand même 1 milliard de dollars, c'est pas négligeable. La notion de free from 101, donc là c'est vraiment une approche américaine du free from, c'est-à-dire qu'en fait ils ont identifié 101 ingrédients indésirables et s'assurent que ces ingrédients indésirables ne seront pas dans la recette du produit. Alors 101, c'était le numéro de départ. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 110 ou 112, mais on ne va pas faire évoluer la marque à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient. C'est un chiffre fort. Mais quand on parle d'ingrédients indésirables, ça peut être autant des produits chimiques que les OGM. Alors Simple Truth n'a pas, je crois qu'ils n'ont pas vraiment de statement sur les OGM, parce qu'aux États-Unis, c'est très compliqué. Trader Joe là. Mais ça va être les hormones, les antibiotiques, enfin, tous les produits en fait qui sont perçus par le client comme néfastes. Donc, bien sûr, tout ce qui fait partie de tout ce qui est dans le bio fait également partie, a également la Free From 101. Puis un troisième pilier qui est en fait natural, sur lesquels en fait ils ne peuvent pas avoir de Free From 101, ils n'arrivent pas à avoir de solution, donc ils ont une offre naturelle. Donc là, encore une fois, finalement, le naturel est un petit peu moindre par rapport à l'offre bio. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la 2e plus puissante marque chez Kroger. Et c'est une marque qui est présente. Donc Kroger, en fait, c'est un ensemble de distributeurs à travers les US. Et la marque est présente, en fait, dans tous les magasins. Un autre fait important, sur tout ce qui est trad, la marque représente 20% des ventes bio US. C'est-à-dire que juste une marque qui est Simple Truth en trad, à elle seule représente 20% des ventes de bio qui sont faites aux États-Unis. Donc c'est vraiment une marque très puissante, très belle, très propre par rapport à tout ce qu'on peut voir aux États-Unis. Je ne vais pas vous parler de la France parce que je pense que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais on se rend compte que même en France, finalement, le bio, c'est quelque chose qui est en plein essor. Alors la France avait déjà une offre bio assez consistante,
Ce qu'on voit, c'est plutôt que les distributeurs investissent dans des circuits spécialisés bio pour les rendre un peu plus mainstream, c'est-à-dire qu'on va partir d'un bio c'est bon pour aller vers un Carrefour bio et parler à un autre type de clientèle. C'est assez intéressant. Les défis de Carrefour 2022 sont plus que intéressants et j'ai hâte de voir ce qui va être mis en place pour atteindre des objectifs plus que challenger. Donc voilà, donc en France, il y a vraiment une grande démarche au niveau du bio. On voit aussi les marques. Je crois que c'est Danone qui a annoncé que 5 ou 6 de ces marques allaient passer bio sous peu. Donc il y a un vrai éveil et il y a une vraie généralisation de tout ce qui est bio en France. Mais aussi en dehors. En fait, on se rend compte que le bio, c'est quelque chose qui explose à travers le monde. Alors là, vous avez une autre marque américaine qui s'appelle O Organics d'Albertson. 1 milliard de dollars de ventes en 2017 quand même. 1000 produits à date, vont aller vers 1500, pour le coup uniquement organique. Aldi Nord et Aldi Sud qui développent des offres bio, je crois qu'aujourd'hui ils sont aux alentours de 350 produits. Biedronka en Pologne qui vient de lancer en fait une gamme bio qui s'appelle GoBio et qui a 20 produits à date, il me semble, mais qui a des objectifs de croissance tant au niveau des produits que des marchés et d'aller travailler sur les autres pays de Jerónimo Martins. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, la semaine dernière, on a travaillé sur... un de nos clients nous a demandé, voilà, moi je voudrais considérer du bio. D'accord. Alors, on a deux approches. Soit on envoie Anne-Françoise Ravalet pour faire une présentation du bio, et ça va être trop théorique pour eux, parce que ça reste des distributeurs. Soit on travaille sur quelque chose qui est tangible. On se rend compte que plus on montre le potentiel d'un concept tel le bio à nos clients, plus ils vont voir le produit, plus ils vont s'embarquer. Donc, on a fait venir des produits bio de l'ensemble de nos pays et du marché local. Pour vous donner une idée, on a monté un showroom d'il me semble 500 ou 600 produits bio, juste sur le food. Je crois que c'est un choc pour, même en interne, de se rendre compte à quel point le bio est quelque chose de très développé. Sur des pays type Portugal, Espagne, Afrique du Sud, c'est encore très marginal. Et donc, quand en fait, ils ont vu à quel point c'était quelque chose qui était cross-catégorie, ça a été un vrai éveil. Et finalement, ça a été plus fort que d'avoir quelqu'un qui présente les concepts du bio, je pense, surtout auprès d'un distributeur. Donc voilà, donc 600 produits, je ne sais pas combien de catégories. Et là, on a fait venir des produits de Simple Truth, et c'est là où je me suis rendu compte à quel point Simple Truth était une marque à part. C'est-à-dire qu'en Europe, on a une vision très conservatrice du bio, et on est vraiment sur des produits de base. Très peu de produits élaborés ou différenciants sur le bio. On est très conservateur. Pourquoi? Sans doute parce qu'on relie le bio à la terre et au naturel et que donc on n'est pas encore prêt à avoir des produits élaborés ou différenciants en bio. Aux États-Unis, Simple Truth a déjà de la kombucha bio ou a déjà des energy drinks ou des sport drinks bio et naturels. Donc en fait, c'est une marque qui, au-delà d'avoir un réseau de distribution très important et d'avoir une grande offre, est capable d'être différenciante et de prendre des risques. Et je crois que ça va être le prochain défi qu'on va avoir en Europe. C'est au-delà d'avoir une gamme qui couvre les fondamentaux du bio, il va falloir qu'on réussisse à passer à une étape différente et il va falloir que les distributeurs, parce que là on est vraiment sur les distributeurs, soient prêts à prendre des risques avec leur offre pour se différencier et pour être attractifs auprès du consommateur. Voilà. Alors, la durabilité, c'est le bio, mais c'est autre chose. C'est aussi finalement, c'est très intéressant de se rendre compte que le packaging est une partie essentielle du produit, mais qu'on intègre peu à date, mais un peu plus maintenant dans la notion de durabilité. Alors, Manta Point, c'est un endroit paradisiaque à Bali pour aller nager avec les raies manta. D'accord ? Ça, c'était Manta Point il y a 2 semaines. Donc plein de détritus, de plastique, de déchets, de tout ce qu'on veut en fait. Le packaging est une vraie question qu'on est obligé d'adresser aujourd'hui. On peut travailler sur des produits qui sont bons pour l'environnement, mais il faut également que le contenant du produit soit bon pour l'environnement. Et c'est quelque chose, on s'est rendu compte ces dernières semaines qu'il y a eu beaucoup d'actions, en tous les cas au UK, sur cette problématique. C'est une problématique qui est
bien sûr pour les distributeurs, mais en dehors. Je vais vous parler. Aujourd'hui, en fait, avec Damon, on travaille avec l'Océanario de Lisbonne, donc le grand aquarium de Lisbonne, qui fait partie d'une fondation qui s'appelle la Fondation Blue pour la préservation des océans. Et en fait, l'Océanario est venu nous voir parce qu'ils avaient un vrai souci. C'est-à-dire qu'ils vont travailler pour la préservation de l'océan et en même temps, ils ont un gift shop qui est plein de produits de plastique venus de Chine, polluants. Donc il y a vraiment une inadéquation aberrante, mais on n'a pas forcément beaucoup de solutions à date pour avoir un magasin qui soit aligné et qui réponde à ces besoins-là. Alors on peut, mais est-ce que le client va être prêt à acheter une peluche 50 € parce qu'elle est bonne pour l'environnement? On est quand même sur un magasin souvenir. Donc du coup, l'Océanario est venu nous voir pour qu'on puisse développer avec eux et un concept et sourcer les produits. Donc un vrai challenge pour tout le monde d'avoir des produits qui soient durables. Et en fait, Damon, je pense que ça a été un éveil pour notre direction, de se rendre compte à quel point on avait beaucoup de chemin à faire. Et donc pour l'entreprise, en fait, l'entreprise a décidé de... c'est assez intéressant. Au-delà, plus que de récupérer du revenu, tous les bénéfices qu'on va faire, en fait, vont être des donations qui vont être faites pour la préservation de l'océan. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on adresse et que, allons-y, essayons d'avoir un impact positif sur l'environnement. Tout ça pour dire que finalement, le packaging est une problématique qu'il faut adresser. Alors, le plastique n'est pas forcément un ennemi. Je pense que la grande question, c'est de faire en sorte que le consommateur comprenne que tous les plastiques ne sont pas mauvais. Ce mois-ci, il me semble, Ecoplaza Amsterdam a ouvert un magasin sans plastique. 700 produits sur lesquels l'emballage ne contient plus de plastique, mais est fait avec des produits naturels, recyclables et autres. Ecoplaza, c'est vraiment upmarket. Un très joli, c'est un très joli magasin bio dans Amsterdam, très upmarket, mais voilà, ils ont été les premiers à déjà mettre en œuvre une démarche environnementale. On a beaucoup entendu ces dernières semaines les distributeurs au UK parler de réduire le plastique, d'ici 5 ans, 10 ans ou autre. Ecoplaza l'a déjà fait, mais c'est intéressant de voir que Iceland a décidé que d'ici 5 ans, il n'aurait plus d'emballage plastique pour leur marque propre. Même chose pour Aldi et pour beaucoup d'autres. Dernièrement, il y a eu un éveil sur le plastique qui fait que ça va sans doute être le bio se développe, le local se développe, le fair trade se développe, la supply transparente se développe. Je pense qu'une des grandes claims qu'on va voir apparaître sur les produits d'ici peu, ça va être plastic free, qui va être quelque chose que tout le monde va suivre, tout simplement pour que les distributeurs puissent répondre à ce besoin de durabilité encore un peu plus holistique. Et puis les plastiques ne sont pas forcément tous nocifs. Là, c'est aussi un gros problème, c'est-à-dire que dans l'esprit du consommateur, le plastique est mauvais. Pas forcément. Il faut pouvoir lui expliquer que ça n'est pas forcément quelque chose qui est nocif. Que quand on parle de food waste, un concombre emballé a une durée de vie un peu plus longue qu'un concombre qui n'est pas emballé. Et là, c'est un travail qu'on va devoir faire avec les distributeurs, les industriels pour les consommateurs, pour qu'ils comprennent qu'un gigot en skin pack, finalement, n'est pas nocif. Le plastique n'est pas nocif et permet de réduire le gaspillage alimentaire qui est aussi une des grosses problématiques du jour. Donc voilà, donc on est dans un monde très compliqué, en pleine turbulence. Je pense que tous les distributeurs sont un peu perdus pour savoir par où commencer. Ce que nous, on fait avec chacun d'eux, c'est de définir, OK, voilà, on a cet éventail de problématiques, par où voulez-vous commencer? Commençons par là, adressons-le, travaillons avec les industriels pour que vous puissiez avoir la bonne offre en rayon. Et puis ensuite, petit à petit, on va évoluer vers des solutions un peu plus en adéquation avec votre politique de responsabilité RSE, votre politique de responsabilité sociale et environnementale. Voilà. Vous avez des questions? Non? Parfait. Merci beaucoup.
Quoi, vous êtes un bureau d'études Alors on est un peu beaucoup de choses en fait. À Daymon, on est un partenaire des distributeurs sur leur